violent, impressionnant et déchaîné. Voilà un ouragan. Sur cette côte américaine, il va laisser derrière lui des kilomètres de paysages dévastés. Un ouragan, c'est comme une bombe atomique. Il peut métamorphoser un pays. Tout a été détruit de A à Z. J'ai cru que j'allais me faire aspirer. Des vents à plus de 240 km/h. Des marées de tempêtes impitoyables. Des pluies diluviennes qui entraînent des inondations meurtrières. L'ouragan est un phénomène naturel d'une violence et d'une intensité extrême. C'est l'été sur la côte texane. Alors que le soleil brûlant se couche sur les eaux chaudes du golfe du Mexique, tout semble paisible. Mais ce calme est trompeur. Un phénomène climatique violent gagne en puissance et se dirige droit vers la côte. Pour le 3e jour consécutif, un ouragan incontrôlable baptisé Ike a traversé les Caraïbes à grande vitesse. Une tempête si puissante qu'elle a détruit ou endommagé 85% des immeubles sur les îles Turks et Caicos. Ike est un monstre. Cet ouragan s'étend sur plus de 800 km. L'ouragan Ike fait des ravages à Cuba. Il se dirige en ce moment vers la capitale très peuplée de la Havane. L'ouragan géant frappe l'île de Cuba avec des vents atteignant 193 km/h, puis met le cap au nord, fonçant droit sur le Texas. Les autorités conseillent aux habitants de la côte texane de faire des stocks de provisions et de se préparer à l'évacuation. Le 13 septembre 2008, Ike s'abat sur la côte texane avec des vents soufflant à 177 km/h. En 4 heures seulement, l'ouragan a tout dévasté sur son passage. « 10 000 maisons sont détruites. 4 millions d'habitants sont privés d'électricité. La tempête s'est étendue jusqu'à l'intérieur des terres. La ville de Houston a été touchée, lourdement. Les vitres des gratte-ciel ont volé en éclats et la moitié des immeubles d'habitation de la ville a été endommagée. Si les vents étaient destructeurs, ils ont entraîné dans leur sillage une force encore plus terrifiante. En se déplaçant au-dessus du golfe du Mexique, la tempête a poussé un immense mur d'eau vers la côte. La vague déferle sur les terres et inonde tout. J'ai compris que c'était grave quand j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et que j'ai vu les eaux du Golfe avancer aussi vite que ma main avance devant vous. L'eau montait très vite. Et d'un seul coup, elle vous arrivait à la poitrine. J'ai vu de l'eau qui montait, montait, montait et qui bouillonnait comme une casserole d'eau bouillante. L'eau s'échappait de partout de la terre. Mike Anderson a été piégé par la soudaine montée des eaux.
À 23 h ce soir-là, l'eau était montée à 4 mètres jusqu'au niveau de la maison. Et il y avait environ 50 cm d'eau à l'intérieur. Mike s'était réfugié sur la plage dans la maison surélevée d'un voisin. Mais lorsque l'ouragan se déchaîne dans toute sa fureur, la maison ne résiste pas à la montée des eaux qui s'ajoute au vent violent. Je me suis mis à prier de toutes mes forces. Je demandais à Dieu de m'aider. Je croyais que c'était la fin. D'abord, la fenêtre a tremblé, et puis l'eau s'est engouffrée. J'ai commencé à paniquer. Je courais d'une pièce à l'autre en me demandant ce que je pouvais faire. J'ai regardé toutes les fenêtres. J'ai attrapé le canapé et l'ai poussé en travers de la fenêtre pour empêcher le vent et l'eau d'entrer. Une autre vitre s'est brisée. Puis la porte a été enfoncée. Ça a été aussi violent qu'une détonation. Tout à coup, vous entendez un craquement que je ne saurais même pas vous décrire. C'est le genre de choses qu'on ne voit que dans un film. Je n'ai même pas réfléchi, je n'ai pas hésité, j'ai plongé à l'extérieur. À peine une seconde avant que la maison ne s'écroule, Mike se jette à l'eau. Il tente de nager au milieu de ces flots déchaînés, de survivre, sauver sa peau. La houle était si forte que je ne pouvais rien faire. À 3 reprises, j'ai coulé en pensant que je ne pourrais pas remonter à la surface. J'ai continué à patauger tant que je pouvais. Je demandais à Dieu de m'aider. Je criais « Non !» de toutes mes forces. « Non, je ne veux pas mourir. » Au cœur de cette tempête, Mike parviendra à remonter et à sortir sa tête de l'eau. Quand l'ouragan s'apaise enfin, il réalise que le courant l'a entraîné à 19 km de là. Au total, l'ouragan Ike aura fait 103 victimes. Mike est un miraculé. Une marée de tempêtes de ce type est particulièrement destructrice. La masse de l'eau qui se déchaîne est 800 fois supérieure à celle de l'air. Elle déferle avec une force écrasante. Le météorologiste Ivor Van Heerden est venu au Texas pour essayer de mieux comprendre le phénomène. Il va analyser en détail les décombres laissés par le passage de l'ouragan Ike. Le champ de débris qui m'entoure est tout à fait typique d'un ouragan, surtout s'il est accompagné d'une marée de tempête. Dans ce cas-là, un gros amas d'objets se forme. Des bateaux, des meubles provenant des maisons particulières ou des entreprises. Un vrai fouillis. C'est un peu comme si on avait passé toutes ces choses au lave-linge et qu'on les avait ensuite jetées dans tous les sens. C'est vraiment très typique. Sur ces 65 km de la côte texane, au milieu des bâtiments effondrés, le littoral est jonché d'objets de toutes sortes. En survolant la zone, on comprend pourquoi. Le relief est complètement plat, pas d'obstacle. La moindre élévation du niveau de la mer provoque donc de fortes inondations. Si on s'était trouvé ici en plein ouragan, on n'aurait pas vu un seul morceau de terre. Rien qu'une énorme masse d'eau bouillonnante traversant l'île depuis le golfe du Mexique jusque dans la baie. Lorsque la marée de tempête s'est abattue sur la côte, des maisons ont été littéralement arrachées de leurs fondations. Imaginez la situation. Il y a près de 5 mètres d'eau qui traversent les maisons, sans parler des vagues de 3 mètres qui viennent cogner toutes les 6 ou 7 secondes. En plus, il y a des débris partout qui circulent dans tous les sens. Et ces débris finissent par agir comme des béliers, détruisant bâtiments et constructions sur leur passage.
Ici, c'est donc le mélange des flots enragés, des gros débris et de la puissance du vent qui a provoqué la destruction des villes. Au total, le montant des dégâts causés par l'ouragan s'élèveront à 18 milliards d'euros. Ike est le 3e ouragan le plus coûteux dans l'histoire des États-Unis. Ces tempêtes ne sont pourtant pas dangereuses lorsqu'elles se forment. Alors comment deviennent-elles des ouragans meurtriers ? Chaque année, 45 ouragans en moyenne se forment dans le monde. Selon la zone géographique où elles naissent, ces tempêtes gigantesques prennent un nom différent. Au-dessus du Pacifique Ouest, on parle de typhon. Ce sont donc les typhons qui frappent les pays d'Asie comme la Chine ou le Japon. Les tempêtes qui se forment plus à l'ouest, au-dessus de l'océan Indien, sont appelées cyclones. Ce sont celles qui naissent au-dessus de l'Atlantique et qui frappent les côtes américaines que nous qualifions d'ouragans. L'énergie colossale dégagée par un seul d'entre eux suffirait à alimenter l'ensemble du territoire américain en électricité pendant une année. Les cyclones tropicaux sont classifiés selon leur intensité sur l'échelle de Saffir-Simpson. L'échelle comprend 5 catégories correspondant à des vitesses de vent différents. Le météorologiste Ivor van Heerden expérimente la force des vents de chaque catégorie grâce à un tunnel aérodynamique. D'abord, la catégorie 1, qui comprend les vents soufflant entre 119 et 153 km/h. Je sens le vent me siffler dans les oreilles. J'ai l'impression qu'il va m'aspirer. Le souffle est très violent et pourtant, ce n'est qu'un vent de catégorie 1. La catégorie 2 regroupe les vents soufflant entre 154 et 177 km/h. Le vent souffle maintenant à 154 km/h. Il est absolument impossible de faire le moindre pas par un vent pareil. Ça vous donne vraiment une idée de la puissance de ces ouragans. La catégorie 3. La catégorie 3, le vent souffle à 179 km/h. Il est presque impossible de rester debout dans un tel vent. Prochaine étape, la catégorie 4. Les vents atteignent une vitesse comprise entre 210 et 249 km/h. Quant aux ouragans les plus violents, ils sont classés dans la catégorie 5. Ils frappent avec des vents soufflant à plus de 250 km/h. Imaginez l'énergie dégagée par une seule bombe atomique. Eh bien, en traversant le golfe du Mexique, l'ouragan Katrina a libéré une énergie équivalente à plus de 150 000 bombes atomiques. Comment la nature peut-elle générer une force aussi colossale? La réponse se trouve dans les îles du Cap-Vert, un archipel isolé au cœur de l'océan Atlantique à 480 km au large des côtes africaines. Chaque année, l'atmosphère chaude et humide qui règne au-dessus de ces îles provoque la naissance d'un phénomène naturel extraordinaire.
C'est ici que se forment la plupart des ouragans. Le Sahara se trouve à quelques centaines de kilomètres. C'est là où se forment des vents très chauds et secs. Ces vents rencontrent l'air humide de l'Atlantique Nord, ce qui nous donne les deux ingrédients à l'origine de la formation des ouragans. Environ une fois tous les 3 jours, une parcelle d'air surchauffé en provenance du Sahara se détache du continent africain et dérive au-dessus de l'Atlantique. Ces parcelles d'air chaud sont ce qu'on appelle des ondes tropicales. L'air chaud génère d'énormes mouvements de convection qui font monter l'humidité de la surface de l'océan jusque dans l'atmosphère. En refroidissant, cet air chargé d'humidité se condense en bandes de nuages. Voici comment va naître un ouragan. Nous assistons au passage d'une onde tropicale qui est partie de la côte africaine. Elle passe au-dessus de nos têtes et se dirige vers le golfe du Mexique. On voit cet air très chargé en humidité s'élever. C'est tout à fait typique de ce qui se passe dans les cellules de convection à l'intérieur de ces ondes tropicales. Si la température de la mer est suffisamment élevée, l'onde tropicale peut se nourrir de la chaleur qui remonte de la surface. L'onde traverse l'Atlantique Nord, accumule l'énergie des eaux chaudes de l'océan et va frapper les côtes américaines. Lorsque la quantité d'air humide entrée dans l'atmosphère atteint une masse critique, les nuages amoncelés subissent une transformation sous l'effet de la rotation de la Terre. C'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Ce phénomène provoque une accumulation de nuages jusqu'à former une structure tournoyante caractéristique d'un ouragan. Si vous vous trouvez sur la trajectoire d'un ouragan, vous verrez des rangées de nuages passer au-dessus de vous, accompagnés à chaque fois de fortes pluies. À mesure que l'ouragan approche, les vents augmentent en puissance et peuvent atteindre jusqu'à 240 km/h. Dès lors qu'elles se sont formées, rien ne peut arrêter ces violentes tempêtes. Et quand elles atteignent la Terre, elles peuvent détruire des régions entières, ne laissant derrière elles qu'un paysage en ruine. Pour la plupart d'entre nous, l'ouragan est associé à un phénomène précis, le vent. À l'intérieur de la structure rotative de l'ouragan, la vitesse du vent est variable. Au centre se trouve l'œil, où les vents sont étrangement calmes. C'est à l'extérieur de cet œil que la situation peut changer du tout au tout. Le mur du cyclone, qui entoure l'œil, est la zone la plus active de la perturbation. Les vents peuvent y souffler jusqu'à 320 km/h. Ce sont ces vents violents qui peuvent déchiqueter les structures les plus solides en quelques secondes. Punta Gorda, une petite ville tranquille de Floride. En 2004, elle s'est trouvée en plein sur la trajectoire de l'ouragan Charlie, annoncé comme une simple tempête de catégorie 2. Jim Heads, un chasseur de cyclones expérimenté, avait fait le voyage à Punta Gorda pour filmer l'ouragan au moment où il toucherait terre. Mais une mauvaise surprise l'attendait.
Charlie était un petit ouragan. Son œil n'était pas très grand, il mesurait environ 8 km de diamètre. Mais les petits ouragans peuvent gagner en intensité très rapidement. Leur puissance peut augmenter en un rien de temps, puis diminuer tout aussi vite. Et celui-ci s'est intensifié très rapidement. Tu l'entends? Oui, Il arrive! À seulement 32 km des côtes, Charlie passe soudain d'une tempête moyenne de catégorie 2 à un ouragan violent de catégorie 4. j'avais peur, mais je n'avais jamais vu un ouragan de catégorie 4. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je me doutais qu'il y aurait pas mal de vent. Ce sont des ouragans extrêmement violents. Il faut le voir pour le croire. Tandis que Jim Heads filme l'ouragan qui se renforce, Brenda Ryan, une habitante de la ville, va vivre le phénomène avec effroi. En regardant par la fenêtre, j'ai vu ma cabane s'envoler. À ce moment-là, l'électricité a été coupée et puis la situation s'est dégradée. Quand la grande vitre à l'avant de la maison s'est brisée, les tableaux qui étaient au mur se sont mis à voler. On aurait dit qu'il y avait un mini-cyclone dans le salon. À 3 km de là, Jim est toujours dehors, à filmer les rafales de vent violent qui balaient maintenant la ville. Les débris volaient dans tous les sens, dans un bruit épouvantable. Il y avait des objets déchiquetés. De l'autre côté de la rue, un panneau a été arraché. J'avais peur parce que le vent soufflait de plus en plus fort. Alors que ce qu'on appelle le mur de l'œil approche à toute vitesse, l'ouragan entre dans sa phase la plus dévastatrice. On aurait cru entendre plein de petites bombes qui explosaient. C'étaient les carreaux en béton qui se fracassaient contre le sol. Brenda se réfugie dans sa salle de bain. Le plafond était comme secoué. Il montait et descendait de plusieurs centimètres. Les clous sautaient et pendaient comme ça. Les carreaux tombaient des murs qui tremblaient. J'ai compris que je ne sortirais peut-être jamais de cette salle de bain. Lorsque le mur de l'œil arrive sur Punta Gorda, les vents ont atteint la vitesse de 240 km/h. Il y a des toits qui sont arrachés. C'est pas vrai! De minute en minute, la situation s'aggrave. Car à l'intérieur d'un ouragan, les vents décrivent un mouvement circulaire, impossible à prévoir. Tandis que Charlie traverse la ville, le vent commence à tourner. Le lieu abrité où se tient Jim Heads se transforme soudain en piège mortel. Au départ, le vent passait au-dessus du bâtiment et je me sentais plutôt en sécurité. Il venait du nord-est. Mais alors que l'ouragan approchait, le vent a tourné et a balayé l'autoroute 41. Le problème, c'est que les débris passaient très près de moi. J'ai dû reculer jusque dans ce coin. J'étais coincé là. Le vent hurlait, les débris volaient à 2 mètres de moi. J'avais l'impression que j'allais être aspiré hors de mon abri tellement c'était violent. Des objets volants se percutaient entre eux, se cassaient en morceaux. J'en ai vu qui dévalaient la rue, qui heurtaient des poteaux et se fracassaient. Je pensais, quelle violence! Quand vous voyez un toit voler devant vous et que vous en voyez d'autres arracher des maisons, vous vous dites, moi aussi je pourrais être transformé en objet volant. Heureusement pour Jim, la ville se retrouve soudain sous l'œil du cyclone. Le vent tombe instantanément et il peut courir se mettre à l'abri. Mais pour Punta Gorda, le pire reste à venir. Le passage de l'œil du cyclone au-dessus de la ville n'a duré que 3 minutes. Ensuite, les vents se déchaînent de plus belle. Tout est calme et soudain, boum! C'est instantané. En quelques secondes, vous avez un vent qui dépasse largement les 150 km/h. Et si on se trouve dehors à ce moment-là, on reçoit l'ouragan de plein fouet. Les vents de l'ouragan Charlie avaient retrouvé leur puissance maximale. Les vents m'ont poussé de l'autre côté de ce bâtiment. Je me souviens du bruit, c'était incroyable. On aurait dit un hurlement diabolique.
l'espace d'une heure, la tempête a ravagé Punta Gorda, laissant la ville en ruine. C'était comme une machine à broyer. Tout est passé à la moulinette. J'étais sidéré de voir à quoi ressemblait la ville après le passage de l'ouragan. On aurait dit qu'une bombe avait explosé. Plus rien n'avait d'apparence normale. Plus rien n'était debout. On se serait cru en pleine zone de guerre. L'ouragan Charlie nous rappelle à quel point ces vents sont destructeurs. Mais ce sont les ondes de tempête qu'il provoque qui font le plus de victimes. Les statistiques sont là. Dans le cas d'un ouragan, 9 victimes sur 10 meurent noyées. Tandis qu'un ouragan se déplace au-dessus de l'océan, des vents puissants soufflent à la surface de l'eau. Un immense mur d'eau se forme à l'avant de la perturbation. Lorsqu'il atteint les côtes, il envahit le littoral et pénètre à l'intérieur des terres. Et c'est ce phénomène que l'on appelle une onde ou marée de tempête. Au cours des 10 dernières années, les États-Unis ont été frappés par 60 marées de tempête provoquées par des ouragans. Mais l'une d'elles a surpassé toutes les autres par sa puissance. Août 2005. L'ouragan Katrina vient de s'abattre sur les côtes du golfe du Mexique. Les vents ont soufflé à 225 km/h et une marée de tempête de 6 mètres de haut s'est abattue sur les côtes. La Nouvelle-Orléans est frappée durement. Près de 2000 personnes ont perdu la vie. Ces dégâts considérables ont été causés alors que la ville n'a été qu'effleurée par la périphérie de l'ouragan. Katrina n'a touché terre qu'à 120 km de là, dans un autre état. C'est la ville de Gulfport, dans le Mississippi, qui a subi de plein fouet l'onde de 6 mètres. Les chasseurs de cyclones Jim Reed et Mike Tice ont vécu le passage de l'ouragan. La marée de tempête générée par Katrina est la plus haute que j'ai jamais vue et que je verrai sans doute dans ma vie. Cette marée de tempête était d'une telle puissance qu'elle a entièrement anéanti le littoral d'un État des États-Unis. Mike et Jim ont choisi un hôtel à la structure solide donnant sur la plage pour observer le moment où l'ouragan touchera terre. En voyant l'autoroute devant l'hôtel submergé, ils devinent que l'ouragan sera dévastateur. Une marée de tempête ne ressemble en rien à la vague d'un tsunami, bien qu'on confonde parfois les deux. C'est plutôt une montée progressive des eaux. L'eau arrive, encore, encore et encore. L'eau entre dans la chambre par la bouche d'aération de la clim. Une marée de tempête est plus ou moins dangereuse selon l'obstacle qu'elle rencontre en premier et qu'elle détruit. Parce qu'ensuite, ce sont ces débris-là qui vont former une espèce de lame de bulldozer aquatique qui déblayera tout sur son passage. Vous entendez? Ça va péter, les gars. Les gros débris emportés par les eaux agissent comme un bélier frappant contre les portes de l'hôtel. La marée s'engouffre dans le hall. Attention à la porte! Bon, on est au 2e étage. L'eau est déjà en train de monter les escaliers. Le 1er étage de l'hôtel est entièrement sous l'eau. L'eau a atteint son niveau maximum.
Elle a submergé le premier étage de l'hôtel et menace d'atteindre le second. Piégés à l'étage, Jim et Mike n'ont d'autre choix que de regarder les flots ravager l'hôtel. On était effarés par ce qu'on voyait. Il y avait des réfrigérateurs, des télés qui flottaient, le mobilier des maisons, des morceaux de toit, tout était dévasté. Le toit s'est effondré sur le bâtiment en contrebas. Je l'ai vu tomber. L'eau traversait le rez-de-chaussée à toute vitesse. On voyait la vague entrer dans l'hôtel et en ressortir par l'arrière. Ce n'est que 2 heures plus tard que l'eau se retirera vers l'océan. Incroyable. Voici le hall de l'hôtel. Enfin, c'était le hall de l'hôtel. Au total, les dégâts causés par l'ouragan Katrina sont estimés à plus de 67 milliards d'euros. Quand on est enfin sorti de l'hôtel et qu'on est descendu sur la plage, on a été stupéfait devant l'ampleur des dégâts que le littoral avait subis. La marée de tempête, en déposant des quantités incroyables de sel marin, a dévasté 2,5 millions d'hectares de forêt du Mississippi. C'est la plus grande catastrophe forestière de l'histoire des États-Unis. Encore aujourd'hui, on distingue des parcelles vides, stigmates de la catastrophe. Elle nous rappelle que si les ouragans peuvent anéantir une région en quelques heures, leurs conséquences s'étalent aussi sur le long terme. Un ouragan est un amas de perturbations qui tourne sur elle-même autour d'un centre. Et ce centre renferme une sorte de bombe atomique capable de métamorphoser un pays. Quand un ouragan frappe, les côtes sont les plus touchées. Mais vivre à l'intérieur des terres n'est pas une garantie de sécurité. En particulier quand ces tempêtes engendrent inondations et glissements de terrain dévastateurs. Une ville submergée par les eaux. Une inondation de cette ampleur est le signe du passage d'un ouragan. En traversant la mer, l'ouragan ne cesse de grandir, tout en aspirant de grandes quantités d'eau. Mais quand la tempête rejoint la terre ferme, elle commence à se désagréger et laisse tomber sa cargaison d'eau sous forme de pluie torrentielle. Une seule de ces perturbations peut générer 1,50 m de précipitations en une journée, soit plus que ce que certaines régions des États-Unis reçoivent en un an. Lorsque toute cette eau se déverse sur un terrain montagneux, elle provoque comme ici des crues soudaines et des glissements de terrain. Il est un pays dans le monde qui est particulièrement sujet à ces terribles inondations. Il s'agit de Taïwan, une île montagneuse dans le plus grand océan du monde, le Pacifique. Une île en apparence paisible, mais dont la position géographique unique la soumet à des phénomènes climatiques très violents. Chaque été, l'océan Pacifique génère d'énormes perturbations semblables aux ouragans que l'on appelle ici des typhons. Ces violents cyclones passent juste au-dessus de Taïwan. Mais lorsqu'ils se heurtent aux montagnes abruptes, la catastrophe se produit. Jeff Mackley et James Reynolds, 2 chasseurs de cyclones, viennent chaque année à Taïwan observer ces phénomènes. Taïwan est unique au monde, avec ses très hautes montagnes si proches de la côte.
À quelques kilomètres de la mer, il y a des montagnes qui atteignent 3650 mètres d'altitude, des conditions idéales pour déclencher une catastrophe. Les montagnes, au centre de l'île, agissent comme un mur de briques. Quand un typhon arrive de l'océan, il percute cette gigantesque barrière physique et libère toute son énergie. Il déverse alors des quantités inimaginables d'eau sous forme de pluie. En 2007, le typhon Sepat de catégorie 3 s'abat sur Taïwan. Quand ce violent cyclone atteint l'île, il ralentit sa course, libérant des pluies torrentielles. À ce stade, le temps était déchaîné. Il pleuvait des cordes. On voyait à peine à plus de 30 mètres. La visibilité était quasi nulle. En seulement 24 heures, le typhon déverse l'équivalent de 74 cm de pluie sur l'île. Le lendemain, à l'aube, les inondations atteignent des proportions démesurées. En arrivant sur le premier pont qui surplombait un fleuve important, j'ai compris que l'arrivée du typhon sur la terre ferme n'était que la première étape de la catastrophe. D'une rive à l'autre de ce fleuve, qui devait mesurer au moins 800 mètres de large, l'eau déchaînée s'écoulait en flot continu. Partout dans l'île, rivières et fleuves débordent, emportant parfois des ponts. Les inondations les plus violentes se produisent dans les gorges encaissées des montagnes taïwanaises. L'eau, contrainte de s'écouler dans d'étroits canyons, se transforme en torrent. C'est sans doute la crue la plus forte et la plus terrible que j'ai jamais vue. Vous voyez passer des millions de tonnes d'eau en seulement quelques minutes. Et plus le volume est important, plus l'eau avance vite. Elle s'écoulait probablement à 50 ou 60 km/h, ce qui est très rapide. Les flots sont si puissants qu'ils peuvent soulever des objets extrêmement lourds. Le fleuve était déchaîné et débordait par endroits. Les énormes rochers emportés par les flots faisaient trembler le sol, ce qui était particulièrement inquiétant. Par chance, aucun village ne se trouvait dans cette zone magnifique et sauvage. Mais lorsqu'un typhon déclenchera une crue éclair dans l'une des vallées les plus peuplées de Taïwan, la catastrophe sera inévitable. Le village de Lushan, à flanc de coteau, a été le plus durement touché. Les eaux ont complètement inondé la route principale. Jeff Mackley et James Reynolds arrivent juste après la catastrophe. Tout est inondé. Regardez tous ces bâtiments là-haut. L'eau arrive jusqu'au toit des maisons. Dans ce genre d'endroit, 2 ou 3 jours de pluie continue après un cyclone tropical, et c'est la catastrophe assurée. Vous le voyez ici, c'est l'exemple parfait de ce qui arrive quand les choses dégénèrent. La force des flots est telle que même ces hôtels à 5 étages se sont écroulés comme des dominos. Chaque mètre cube d'eau pèse environ 1 tonne. Donc, tout ce qui se trouve sur la trajectoire de la crue se fait percuter par des milliers de tonnes d'eau.
Un grand parking en béton a été complètement emporté, comme s'il avait été construit avec des allumettes. Pour ne rien arranger, les pluies torrentielles ont provoqué d'énormes glissements de terrain qui ont enseveli des immeubles entiers. Il y a eu beaucoup de glissements de terrain par ici. La moitié de l'hôtel là-bas est enfouie sous la boue et le sable qui ont dévalé les montagnes environnantes. Cette inondation a été meurtrière. 8 personnes ont perdu la vie dans cette seule région. Quatre autres ont péri le même jour dans le reste de l'île. Les ouragans, typhons ou cyclones font des ravages dans le monde entier et des centaines de victimes chaque année. Mais avec l'apparition de nouvelles technologies, vivre dans les régions côtières pourrait devenir beaucoup moins dangereux. Pensacola, en Floride. La ville abrite l'une des premières maisons conçues pour résister aux ouragans. Cette construction originale a été imaginée pour Mark Ziegler, qui a connu 9 ouragans majeurs. Ça fait 15 ans que je vis ici. Et depuis, toutes les maisons du front de mer, sans exception, ont été reconstruites à cause des ouragans. Il n'y a plus une seule construction d'origine datant d'il y a 15 ans. La maison en forme de dôme peut résister à des vents atteignant 240 km/h. Sa structure arrondie a été conçue pour réduire l'impact frontal du vent et de la marée de tempête en les repoussant de part et d'autre du bâtiment. Mais en plus de sa conception ingénieuse, la maison possède une structure extrêmement solide. Regardez l'épaisseur incroyable de ces murs. Elle est d'environ 45 cm. Vous pourriez vous acharner dessus à coups de batte de baseball sans les abîmer ou presque. Et c'est justement ce que fait un ouragan. Il vient taper un peu partout contre les murs de votre maison. En 2004, la maison de Mark est soumise à rude épreuve quand l'ouragan Ivan de catégorie 3 frappe le quartier de plein fouet. Mark restera 12 heures dans sa maison à l'abri des vents soufflant à 210 km/h. On a vu des choses absolument incroyables. Dans les allées, les dalles de béton tournaient sur elles-mêmes au milieu des flots, comme si c'était des morceaux de polystyrène. Après le passage d'Ivan, la maison ronde est l'une des rares maisons des environs encore debout. Des villes entières sont régulièrement rasées par les ouragans. Mais l'exemple de la maison de Mark montre que des dégâts peuvent être évités. Un phénomène comme Ivan va ébranler une ville pendant 8 ou 10 ans. En ce qui concerne Katrina, on a estimé qu'il faudrait 25 ans pour que la ville retrouve son visage d'avant. Il faut donc absolument adopter des normes de construction pour renforcer les habitations, quand on voit le nombre de tempêtes qu'on a ici aux États-Unis. Malheureusement, la vulnérabilité de cette côte face aux ouragans se vérifie année après année. Retour au Texas. 3 mois se sont écoulés depuis que l'ouragan Ike a dévasté la côte. Mike Anderson, qui a miraculeusement survécu à la marée de tempête, revient avec sa femme Dawn dans ce qui fut leur quartier. Il y avait une maison sur cette parcelle vide, là. Les fils de la propriétaire sont venus récupérer ses affaires. La maison a été complètement détruite. Cette maison-là et cette autre de couleur bleue n'étaient pas là avant l'ouragan. Elles se sont déportées jusqu'ici depuis un quartier voisin ou depuis le front de mer. La maison de Mike et de Dawn fait partie des rares encore debout. Mais l'ouragan y a fait des ravages. Je ne l'avais pas remarqué au moment de notre deuxième passage ici. Mais ce mur a été déplacé. Il n'est plus posé sur la dalle. Ça, c'est un mur qui est en train de tomber en morceaux.
là, c'était notre salle à manger. Oui, il y avait la salle à manger, et ici, le salon. C'est ici qu'on fêtait Noël. Thanksgiving, les anniversaires en famille, entre amis. Les dommages matériels causés par l'ouragan sont évidents. Mais pour d'innombrables familles de la côte, c'est le traumatisme psychologique qui est le plus difficile à surmonter. En quelques heures, votre vie tout entière est balayée. Vos biens, que vous avez mis des années à acquérir, ne sont plus qu'un tas de décombres. C'est quelque chose qu'il faut respecter. On ne peut pas le prendre à la légère. Quand on a entendu parler de Katrina, on a pensé à ces pauvres gens. Mais quand vous vivez la même chose, vous comprenez vraiment ce qu'ils ont dû endurer. C'est vraiment épouvantable. Inévitablement, ça change votre manière de voir les choses. Quand les ouragans surgissent, des pays entiers sont dévastés. Attention à l'arbre! Dégagez de là! Les ouragans sèment la mort et la destruction. Et quand ces monstres touchent terre, la nature se déchaîne dans toute sa violence.